Tout d'abord, félicitations pour votre prix Nobel. Pour l'incroyable percée d'AlphaFold, vous l'avez peut-être déjà raconté, mais je sais que tout le monde ici adorait entendre votre récit du moment où vous avez appris que vous aviez gagné. Comment l'avez-vous découvert? C'est un moment très surréaliste. Évidemment, tout est surréaliste. La façon dont il vous l'annonce est environ 10 minutes avant que tout ne soit rendu public. Vous êtes en état de choc lorsque vous recevez cet appel de Suède. C'est l'appel dont rêve chaque scientifique. Ensuite, la cérémonie dure une semaine entière en Suède avec la famille royale. C'est incroyable, cela existe depuis 120 ans. Le moment le plus extraordinaire, c'est quand ils sortent le livre Nobel du coffre-fort et vous pouvez signer votre nom à côté de tous les autres grands noms. C'est un moment incroyable de feuilleter les pages et de voir Feynman, Marie Curie, Einstein et Niels Bohr, de remonter le temps et d'ajouter son nom dans ce livre. C'est incroyable. Aviez-vous une idée que vous aviez été nominé et que cela pourrait arriver? On entend des rumeurs. Il est étonnant de voir à quel point ils gardent le secret à notre époque. C'est comme un trésor national pour la Suède. On entend dire que AlphaFold est le genre de chose qui mériterait une telle reconnaissance. Il recherche l'impact dans le monde réel en plus de la percée scientifique. Et cela peut prendre 20 ou 30 ans à se concrétiser. On ne sait jamais quand, ni même si cela arrivera. C'était donc une surprise. Félicitations. Et merci de m'avoir laissé prendre une photo avec il y a quelques semaines. C'est un souvenir que je chérirai. Qu'est-ce que DeepMind au sein d'Alphabet? Alphabet est une organisation tentaculaire avec de nombreuses divisions. Qu'est-ce que DeepMind et de quoi êtes-vous responsable? Nous considérons maintenant Google DeepMind. Nous avons fusionné il y a quelques années tous les différents efforts en IA de Google et Alphabet, y compris DeepMind, pour assembler les forces de tous les groupes en une seule division. La façon dont je le décris maintenant, c'est que nous sommes la salle des machines de tout Google et Alphabet. Gemini, notre modèle principal, ainsi que de nombreux autres modèles que nous construisons, comme les modèles vidéo et les modèles de mondes interactifs, nous les intégrons partout dans Google. Presque chaque produit, chaque interface utilise un de nos modèles IA. Des milliards de personnes interagissent désormais avec les modèles Gemini, que ce soit via l'aperçu IA, le mode IA ou l'application de Gemini. Et ce n'est que le début. Nous l'intégrons dans Workspace, dans Gmail, etc. C'est une opportunité fantastique pour nous de mener des recherches de pointe et de les déployer immédiatement auprès de milliards d'utilisateurs. Combien de personnes y travaillent et quel est leur profil? Sont-ce des scientifiques, des ingénieurs? Quelle est la composition de votre organisation? Il y a environ 5000 personnes dans mon organisation chez Google DeepMind. La grande majorité, je dirais plus de 80%, sont des ingénieurs et des chercheurs titulaires d'un doctorat, donc environ 3 ou 4000. Il y a une évolution des modèles. Beaucoup de nouveaux modèles sortent, ainsi que de nouvelles classes de modèles. L'autre jour, vous avez sorti ce modèle de Monde Génie. Qu'est-ce que le modèle de Monde Génie? Je crois que nous avons une vidéo. Devrions-nous la regarder et en parler en direct? Oui, nous devrions la montrer. Je pense qu'il faut le voir pour le comprendre, car c'est extraordinaire. Pouvons-nous lancer la vidéo? Ensuite, Demis pourra nous expliquer un peu ce que nous regardons. Ce que vous voyez ne sont pas des jeux ou des vidéos. Ce sont des mondes. Chacun d'entre eux est un environnement interactif généré par Genie 3, une nouvelle frontière pour les modèles de monde. Avec Genie 3, vous pouvez utiliser le langage naturel pour générer une variété de mondes et les explorer de manière interactive, le tout avec une seule instruction textuelle. Toutes ces vidéos, tous ces mondes interactifs que vous voyez quelqu'un qui peut réellement contrôler la vidéo. Ce n'est pas une vidéo statique. Elle a été générée par une simple instruction textuelle et ensuite les gens peuvent contrôler l'environnement 3D en utilisant les flashs et la barre d'espace. Tout ce que vous voyez ici, chaque pixel est généré à la volée. Il n'existe pas juste à ce que le joueur ou la personne interagissant se rende dans cette partie du monde. Toute cette richesse, et vous verrez dans un instant, ceci est entièrement généré. Ce n'est pas une vraie vidéo, c'est une vidéo générée de quelqu'un qui peint sa chambre. Il peint des choses sur le mur, puis le joueur va regarder vers la droite, puis se retourner. Cette partie du monde n'existait pas auparavant, maintenant elle existe. Puis il se retourne et voit les mêmes marques de peinture qu'il a laissées juste avant. Encore une fois, chaque pixel que vous pouvez voir est entièrement généré.
Ensuite, vous pouvez taper des choses comme une personne en costume de poulet ou un jet ski, et cela les inclura en temps réel dans la scène. Je pense qu'il est difficile à saisir en regardant cela, car nous avons tous joué à des jeux vidéo qui ont un élément 3D, où l'on se trouve dans un monde immersif. Mais ici, il n'y a pas d'objets qui ont été créés, il n'y a pas de moteur de rendu. Vous n'utilisez pas Unity ou Unreal qui sont les moteurs de rendu 3D. Ce sont en fait juste des images 2D qui sont créées à la volée par l'IA. Ce modèle fait de l'ingénierie inversée de la physique intuitive. Il a visionné de millions de vidéos YouTube et d'autres choses sur le monde, et à partir de là, il a en quelque sorte déduit le fonctionnement d'une grande partie du monde. Ce n'est pas encore parfait, mais il peut générer 1 ou 2 minutes d'interaction cohérente pour vous, en tant qu'utilisateur, dans de très nombreux mondes différents. Il y aura des vidéos plus tard où vous pourrez contrôler un chien sur une plage ou une méduse. Ce n'est pas limité aux humains. Le fonctionnement d'un moteur de rendu 3D, c'est que le programmeur entre toutes les lois de la physique. Comment la lumière se réfléchit-elle sur un objet? On crée un objet 3D, la lumière se réfléchit, et ce que je vois visuellement est rendu par le logiciel parce qu'il a toute la programmation sur la manière de créer la physique. Mais ce modèle a juste été entraîné sur de la vidéo et il a tout compris par lui-même. Il a été entraîné sur de la vidéo et sur certaines données synthétiques provenant de moteurs de jeu, et il fait simplement de l'ingénierie inversée. Pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur et qui est assez époustouflant, car dans les années 90, au début de ma carrière, j'écrivais des jeux vidéo et de l'IA pour les jeux, ainsi que des moteurs graphiques. Je me souviens à quel point il était difficile de faire cela à la main, de programmer tous les polygones et les moteurs physiques. C'est incroyable de voir ce système le faire sans effort. Toutes les réflexions sur l'eau, la manière dont les matériaux se comportent et les objets agissent, et il fait tout cela de manière autonome. Je pense que c'est difficile de décrire le niveau de complexité qui a été résolu avec ce modèle. C'est vraiment époustouflant. Où est-ce que cela nous mène, si on projette ce modèle vers une version Gen 5 ? La raison pour laquelle nous construisons ce genre de modèle, c'est que nous avons toujours pensé, en plus de progresser sur les modèles de langage normaux comme notre modèle Gemini, que pour être vraiment général, une IA doit être multimodale. Dès le début avec Gemini, nous voulions qu'elle puisse prendre en entrée n'importe quel type de données, images, audio, vidéo, et qu'elle puisse produire n'importe quoi en sortie. Nous nous y intéressons beaucoup parce que, pour construire une AGI, nous pensons que le système doit comprendre le monde qui nous entoure, le monde physique, et pas seulement le monde abstrait du langage ou des mathématiques. Bien sûr, c'est essentiel pour que la robotique fonctionne. C'est probablement ce qui n'y manque aujourd'hui, ainsi que pour des choses comme des lunettes intelligentes. Un assistant sur des lunettes intelligentes, qui vous aide dans votre vie quotidienne, doit comprendre le contexte physique dans lequel vous vous trouvez et la physique intuitive du monde. Nous pensons que la construction de ce type de modèle, ces modèles de Genie ou VO, notre meilleur modèle de texte vers vidéo, sont des expressions de notre capacité à construire des modèles du monde qui comprennent la dynamique et la physique du monde. Si vous pouvez le générer, c'est une expression de la compréhension de votre système de ces dynamiques. Et cela mène finalement à un monde de robotique. C'est une des applications, mais peut-être pourrions-nous en parler. Quel est l'état de l'art actuel des modèles de vision, langage, action ? C'est-à-dire un système généralisé, une machine qui peut observer le monde avec une caméra et à qui je peux dire, en utilisant le langage, le texte ou la parole, ce que je veux qu'elle fasse et elle sait comment agir pour accomplir quelque chose. Oui, si vous regardez notre version Gemini Live de Gemini, où vous pouvez pointer votre téléphone vers le monde qui vous entoure, je recommande à chacun d'entre vous de l'essayer. C'est assez magique ce qu'il comprend déjà du monde physique. On peut imaginer que la prochaine étape consistera à l'intégrer dans un appareil plus pratique, comme des lunettes. Ce sera alors un assistant quotidien capable de vous recommander des choses pendant que vous marchez dans la rue, ou nous pourrons l'intégrer dans Google Maps. Pour ce qui est de la robotique, nous avons construit ce que nous appelons des modèles Gemini Robotics, qui sont des versions de Gemini affinées avec des données robotiques supplémentaires. Ce qui est vraiment génial, et nous avons publié quelques démos cet été, c'est que nous avons des installations de table avec 2 mains robotiques interagissant avec des objets. Vous pouvez simplement parler au robot. Vous pouvez dire « mets l'objet jaune dans le seau rouge » et il interprétera cette instruction en langage naturel et la traduira en mouvement moteur.
C'est la puissance d'un modèle multimodal plutôt qu'un modèle spécifique à la robotique. Il sera capable d'apporter une compréhension du monde réel à la manière dont vous interagissez avec. Au final, c'est l'interface utilisateur dont vous avez besoin, en plus de la compréhension que les robots doivent avoir pour naviguer dans le monde en toute sécurité. J'ai demandé à Sundar si cela signifiait qu'à terme vous pourriez construire l'équivalent d'un Unix, une couche de système d'exploitation, ou comme Android, mais pour la robotique, généralisée. Si cela fonctionne assez bien sur un nombre suffisant d'appareils, il y aura une prolifération d'appareils robotiques, d'entreprises et de produits qui décolleront soudainement dans le monde, parce que ce logiciel existera pour le faire de manière générale. Exactement. C'est certainement une stratégie que nous poursuivons, une sorte de pari Android si vous voulez pour la robotique, presque comme une couche de système d'exploitation. Mais il y a aussi des aspects très intéressants à intégrer verticalement nos derniers modèles avec des types de robots et des conceptions spécifiques, et de faire de l'apprentissage de bout en bout dans ce domaine également. Les deux approches sont donc très intéressantes et nous poursuivons les deux stratégies. Pensez-vous que les robots humanoïdes sont un bon format? Est-ce que cela a du sens dans le monde? Certains l'ont critiqué en disant que c'est bon pour les humains, parce que nous sommes faits pour faire beaucoup de choses différentes, mais si nous voulons résoudre un problème, il pourrait y avoir un format différent, pour plier le linge, faire la vaisselle ou nettoyer la maison. Je pense qu'il y aura de la place pour les deux. Il y a 5 ou 10 ans, j'étais d'avis que nous aurions des robots spécifiques à une forme pour certaines tâches. Et je pense que dans l'industrie, les robots industriels seront certainement comme ça. On peut optimiser le robot pour une tâche. Que ce soit dans un laboratoire ou sur une chaîne de production, on voudrait des types de robots assez différents. D'un autre côté, pour un usage général ou personnel, et simplement pour interagir avec le monde ordinaire, la forme humanoïde pourrait être très importante, car nous avons conçu le monde physique qui nous entoure pour les humains. Donc, les marches, les portes, toutes les choses que nous avons conçues pour nous-mêmes, plutôt que de tout changer dans le monde réel, il pourrait être plus facile de concevoir le facteur de forme pour qu'il fonctionne de manière transparente avec la façon dont nous avons déjà conçu le monde. Je pense donc qu'il y a un argument à faire valoir que la forme humanoïde pourrait être très importante pour ces types de tâches. Mais je pense qu'il y a aussi de la place pour les formes robotiques spécialisées. Avez-vous une idée du nombre? Des centaines de millions, des milliers? Au cours des 5 ou 7 prochaines années, avez-vous une vision en tête? Oui, et je passe pas mal de temps là-dessus. Je pense que nous sommes encore un peu en avance sur la robotique. Je pense que dans les 2 prochaines années, il y aura un véritable moment d'émerveillement avec la robotique. Mais je pense que les algorithmes ont besoin d'un peu plus de développement. Les modèles généralistes sur lesquels ces modèles robotiques sont construits doivent encore devenir meilleurs et plus fiables, avec une meilleure compréhension du monde qui les entoure. Je pense que cela viendra dans les 2 prochaines années. Du côté du matériel, la clé, je pense qu'à terme, nous aurons des millions de robots qui aideront la société et augmenteront la productivité. Mais la clé, quand on parle aux experts en matériel, c'est de savoir à quel moment on a le bon niveau de matériel pour passer à l'échelle. Car une fois que vous commencez à construire des usines pour fabriquer des dizaines ou des centaines de milliers d'un type de robot particulier, il est plus difficile de mettre à jour et d'itérer rapidement la conception du robot. C'est l'une de ces questions où si vous vous décidez trop tôt, la prochaine génération de robots pourrait être inventée 6 mois plus tard, étant plus fiable, meilleure et plus agile. On dirait, pour utiliser une analogie informatique, que nous sommes dans les années 70 à l'ère du PC-DOS. Potentiellement, mais je pense que la différence, c'est que 10 ans se passent probablement en une seule année maintenant. 2024 pourrait être une de ces années. Exactement. Parlons d'autres applications, notamment dans le domaine de la science, un sujet qui vous tient à cœur en tant que scientifique et lauréat du prix Nobel. J'ai toujours pensé que les plus grandes choses que nous pourrions accomplir avec l'IA concerneraient les problèmes qui sont insolubles pour les humains avec notre technologie et nos capacités actuelles. Quels sont les domaines de la science et les percées qui vous passionnent le plus et quel type de modèles devons-nous utiliser pour y parvenir? Utiliser l'IA pour accélérer la découverte scientifique et aider dans des domaines comme la santé humaine est la raison pour laquelle j'ai consacré toute ma carrière à l'IA. Je pense que c'est la chose la plus importante que nous puissions faire avec l'IA, et je crois que si nous construisons l'AGI de la bonne manière, ce sera l'outil ultime pour la science.
Chez DeepMind, nous avons montré la voie, évidemment avec AlphaFold, mais nous avons en fait appliqué nos systèmes d'IA à de nombreuses branches de la science, la conception de matériaux, le contrôle du plasma dans les réacteurs à fusion, la prédiction météorologique, la résolution de problèmes mathématiques de niveau olympique. Fusion reactors, predicting the weather, solving, mass Olympiad math problems. Les mêmes types de systèmes, avec quelques ajustements, peuvent résoudre un grand nombre de ces problèmes complexes. Je pense que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que l'IA serait capable de faire. Il y a certaines choses qui manquent. Par exemple, l'IA d'aujourd'hui n'a pas de véritable créativité, dans le sens où elle ne peut pas encore formuler de nouvelles conjectures ou hypothèses. Elle peut peut-être prouver quelque chose que vous lui donnez, mais elle n'est pas capable de proposer une nouvelle idée ou une nouvelle théorie par elle-même. Je pense que ce serait l'un des tests pour une véritable AGI. Qu'est-ce que c'est la créativité en tant qu'humain? Je pense que ce sont ces sauts intuitifs que nous célébrons souvent chez les plus grands scientifiques de l'histoire, et les artistes bien sûr. Il existe de nombreuses théories en psychologie et en neurosciences sur la manière dont nous, en tant que scientifiques humains, y parvenons. Mais un bon test serait de donner à l'un de ces systèmes d'IA modernes un corpus de connaissances s'arrêtant en 1901 et de voir s'il peut aboutir à la relativité restreinte comme Einstein l'a fait en 1905. S'il en est capable, alors je pense que nous tenons à quelque chose de vraiment important et que nous nous rapprochons peut-être d'une AGI. Un autre exemple serait notre programme AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go. Il y a 10 ans, non seulement il a gagné, mais il a inventé de nouvelles stratégies qui n'avaient jamais été vues auparavant, comme le fameux coup 37. Mais un système d'IA peut-il inventer un jeu aussi élégant, satisfaisant et esthétiquement beau que le Go, et non seulement une nouvelle stratégie? La réponse à ces questions pour le moment est non. C'est donc l'une des choses qui, je pense, manque à un système véritablement général, une AGI. Il devrait être capable de faire ce genre de choses. Pouvez-vous nous expliquer ce qui manque et peut-être relier cela au point de vue partagé par Dario, Sam et d'autres, selon lequel l'AGI n'est plus qu'à quelques années? Vous ne souscrivez pas à cette croyance? Aidez-nous à comprendre, d'après votre compréhension de la structure et de l'architecture du système, ce qui fait défaut. Je pense que l'aspect fondamental de la question est de savoir si nous pouvons reproduire ces sauts intuitifs plutôt que des avancées progressives que les meilleurs scientifiques humains semblent capables de faire. Je dis toujours que ce qui sépare un grand scientifique d'un bon scientifique, c'est que tous deux sont techniquement très compétents, bien sûr, mais le grand scientifique est plus créatif. Peut-être qu'il repère un schéma dans un autre domaine qui peut être appliqué par analogie au problème qu'il essaye de résoudre. Je pense qu'un jour, l'IA sera capable de faire cela, mais elle n'a pas encore les capacités de raisonnement et de réflexion nécessaires pour réaliser ce genre de percée. Je pense aussi que nous manquons de cohérence. On entend souvent certains de nos concurrents dire que les systèmes actuels ont des intelligences de niveau doctorat. Je pense que c'est absurde. Ils ont certaines capacités de niveau doctorat, mais ils ne sont pas capables, en général, de performer à ce niveau dans tous les domaines, ce qui est exactement ce que devrait être une intelligence générale. En fait, comme nous le savons tous en interagissant avec les chatbots d'aujourd'hui, si vous posez la question d'une certaine manière, ils peuvent faire des erreurs simples, même avec des mathématiques de niveau lycée ou un simple comptage. Cela ne devrait pas être possible pour un véritable système d'AGI. Je dirais donc que nous sommes peut-être à 5 ou 10 ans d'avoir une AGI capable de faire ces choses. Une autre chose qui manque est l'apprentissage continu, cette capacité d'enseigner en ligne au système quelque chose de nouveau ou d'ajuster son comportement. Beaucoup de ces capacités fondamentales manquent encore. Peut-être que la mise à l'échelle nous y amènera, mais si je devais parier, je pense qu'il manque probablement 1 ou 2 avancées majeures qui sont encore nécessaires et qui viendront au cours des 5 prochaines années. En attendant, certains rapports et systèmes de notation utilisés semblent démontrer 2 choses. Premièrement, peut-être, et dites-moi si nous nous trompons, une convergence des performances des grands modèles de langage. Et deuxièmement, peut-être un ralentissement ou une stagnation de l'amélioration des performances à chaque génération.
Ces deux affirmations sont-elles globalement vraies ou pas tant que ça? Non, ce n'est pas ce que nous observons en interne. Nous constatons toujours un taux de progression énorme. Mais nous regardons aussi les choses de manière plus large. Vous voyez avec nos modèles Genie, nos modèles VU et notre récent Imagine 3, que nous appelons Nano Banana en interne. Nano Banana est incroyable. C'est dingue. Est-ce que quelqu'un ici l'a utilisé? Levez la main si vous avez utilisé Nano Banana. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je suis un nerd qui utilisait Adobe Photoshop quand j'étais enfant, et Kai's Power Tools, et Bryce 3D. Reconnaître ce qui se passe là est tout simplement éblouissant. Je pense que c'est l'avenir de beaucoup de ces outils créatifs. Vous allez simplement converser avec eux. Ils seront assez cohérents, comme Nano Banana. Ce qui est incroyable avec ce générateur d'images, c'est sa cohérence. Il est capable de suivre les instructions, de comprendre ce que vous voulez changer, tout en gardant le reste identique. Donc vous pouvez itérer avec lui et obtenir finalement le résultat que vous souhaitez. Je pense que c'est l'avenir de beaucoup de ces outils créatifs et ça montre la direction à prendre. Les gens adorent ça et adorent créer avec. La démocratisation de la créativité. Je trouve ça très puissant. Je me souviens avoir dû acheter des livres sur Adobe Photoshop quand j'étais enfant pour apprendre à retirer quelque chose d'une image, à remplir le vide. Maintenant, n'importe qui peut le faire avec Nano Banana en expliquant simplement au logiciel ce qu'il veut faire et ça marche. Je pense qu'on va voir deux choses. D'une part, la démocratisation de ces outils pour que tout le monde puisse les utiliser et créer sans avoir à apprendre des interfaces utilisateurs incroyablement complexes comme par le passé. D'autre part, nous collaborons avec des cinéastes, des créatifs de haut niveau et des artistes. Ils nous aident à concevoir ce que devraient être ces nouveaux outils. Par exemple, le réalisateur Darren Aronofsky, qui est un bon ami à moi, et son équipe ont réalisé des films en utilisant VO et certains de nos autres outils. Nous apprenons beaucoup en les observant. Ce que nous constatons, c'est que cela démultiplie aussi les capacités des meilleurs professionnels. Les meilleurs créatifs peuvent soudainement devenir 10 ou 100 fois plus productifs. Ils peuvent tester toutes sortes d'idées qu'ils ont dans la tête à très faible coût et arriver plus vite aux résultats magnifiques qu'ils souhaitaient. Je pense donc que les deux aspects sont vrais. Nous démocratisons l'outil pour un usage quotidien, pour les créateurs sur YouTube, etc. Mais de l'autre côté, au plus haut niveau, les gens qui comprennent ces outils, et tout le monde n'obtient pas le même résultat, il y a une compétence à cela. Alliée à la vision et au talent narratif des meilleurs créatifs, cela leur permet simplement d'itérer beaucoup plus vite. Arriverons-nous à un monde où chaque individu décrit le type de contenu qui l'intéresse? Joue-moi une musique dans le style de Dave Matthews et une nouvelle chanson se lance. Ou je veux jouer à un jeu vidéo qui se déroule dans le film Braveheart et je veux être dans ce film. Aurons-nous cette expérience ou allons-nous toujours avoir un processus créatif de un vers plusieurs dans la société? Quelle est l'importance culturelle? Et je sais que c'est un peu philosophique, mais ça m'intéresse. Aurons-nous encore des histoires que nous partageons tous, parce que quelqu'un les a créées, ou allons-nous chacun commencer à développer et appuyer dans nos propres sources virtuelles? Je prévois un monde, et j'y pense beaucoup en tant qu'ancien concepteur de jeux vidéo, où ce que nous voyons est le début de l'avenir du divertissement. Peut-être un nouveau genre, ou une nouvelle forme d'art, où il y a un peu de co-création. Je pense toujours que les plus grands visionnaires créatifs créeront ces expériences captivantes et ces scénarios dynamiques, et ils seront de meilleure qualité même s'ils utilisent les mêmes outils que le commun de mortels. Des millions de personnes pourront potentiellement s'immerger dans ces mondes, mais peut-être qu'elles pourront aussi co-créer certaines parties de ces mondes, le créateur principal agissant presque comme un éditeur. C'est le genre de choses que j'envisage pour les prochaines années et que j'aimerais explorer nous-mêmes avec des technologies comme Genie. Incroyable! Et vous, comment occupez-vous votre temps? Peut-être pouvez-vous nous décrire ce qu'est Isomorphic Labs et si vous y consacrez beaucoup de temps? Oui, je dirige également Isomorphic, notre entreprise dérivée qui vise à révolutionner la découverte des médicaments en s'appuyant sur notre percée avec AlphaFold dans le pliage des protéines. Bien sûr, connaître la structure d'une protéine n'est qu'une étape du processus de découverte de médicaments.
Isomorphique, on peut le voir comme la construction de plusieurs AlphaFold adjacents, pour aider à concevoir des composés chimiques qui n'ont pas d'effet secondaire mais qui se lient au bon endroit sur la protéine. Je pense que nous pourrions réduire le temps de découverte des médicaments, qui prend parfois une décennie, à peut-être des semaines, voire des jours au cours des 10 prochaines années. C'est incroyable. Pensez-vous que cela arrivera bientôt en clinique ou est-ce encore en phase de découverte? Nous sommes en train de construire la plateforme. Nous avons de formidables partenariats avec Eli Lilly, dont vous avez reçu le PDG plus tôt, et Novartis, et nous avons nos propres programmes de médicaments internes. Je pense que nous entrerons en phase préclinique l'année prochaine. Donc les candidats sont transmis aux sociétés pharmaceutiques qui les font avancer. C'est exact. Et nous travaillons sur le cancer, l'immunologie, l'oncologie, et nous collaborons avec des institutions comme le MD Anderson. Combien de cela nécessite, et je veux revenir à votre point sur l'AGI, des modèles qui sont soit probabilistes ou déterministes? Un modèle prend une entrée et produit une sortie très spécifique de manière logique, ou il peut être probabiliste et faire des sélections. Dans quelle mesure devez-vous développer des modèles déterministes qui se synchronisent par exemple avec la physique ou la chimie sous-jacente des interactions moléculaires dans votre modélisation de découverte de médicaments? Dans quelle mesure construisez-vous de nouveaux modèles déterministes qui fonctionnent avec les modèles probabilistes entraînés sur des données? The molecular interactions as you do your drug discovery modeling, how much are you building novel deterministic models that work with the models that are probabilistic trained on data? C'est une excellente question. Pour le moment, et probablement pour les 5 prochaines années, nous construisons ce qu'on pourrait appeler des modèles hybrides. AlphaFold lui-même est un modèle hybride. Il y a la composante d'apprentissage, cette composante probabiliste dont vous parlez, basée sur les réseaux de neurones et les transformers, qui apprend de la donnée que vous lui donnez. Mais dans beaucoup de cas en biologie et en chimie, il n'y a pas assez de données pour apprendre. Donc il faut aussi intégrer certaines des règles de la chimie et de la physique que vous connaissez déjà. Par exemple, avec AlphaFold, les angles de liaison entre les atomes, et s'assurer que les atomes ne se chevauchent pas. En théorie, il pourrait l'apprendre, mais cela gaspillerait beaucoup de sa capacité d'apprentissage. Il vaut mieux donc intégrer cela comme une contrainte. L'astuce avec tous les systèmes hybrides, et AlphaGo en était un autre, avec son réseau neuronal apprenant le jeu et sa recherche arborescente Monte-Carlo pour la planification, est de savoir comment marier un système d'apprentissage avec un système plus artisanal et les faire bien fonctionner ensemble. C'est assez délicat à faire. Cette architecture mène-t-elle finalement aux percées nécessaires pour l'AGI? Pensez-vous qu'il y a des composants déterministes qui doivent être... En fin de compte, ce que l'on veut, c'est de l'apprentissage de bout en bout. C'est toujours mieux si l'on peut prédire directement ce que l'on cherche à partir des données fournies. Une fois qu'on a trouvé une solution avec l'un de ces systèmes hybrides, on essaie de comprendre ce qu'on a fait pour l'intégrer à la composante d'apprentissage. C'est ce que nous avons fait avec AlphaZero, la version plus générale d'AlphaGo. AlphaGo avait des connaissances spécifiques au jeu de Go, mais avec AlphaZero, nous avons retiré cela, y compris les données de parties humaines, et il a appris par lui-même à partir de zéro. Et bien sûr, il a alors pu apprendre n'importe quel jeu, pas seulement le Go. Il y a beaucoup d'engouement autour de la demande en énergie résultante de l'IA. C'était un sujet majeur lors du sommet sur l'IA que nous avons tenu à Washington il y a quelques semaines. Ma question pour vous est la suivante. Y a-t-il des changements dans l'architecture des modèles, du matériel ou de la relation entre les deux qui pourraient réduire la consommation d'énergie par token de sortie et ainsi modérer la courbe de demande énergétique qui se profile? Ou pensez-vous que nous allons continuer sur une courbe de demande géométrique? Il est intéressant de noter que les deux cas sont vrais. Chez Google et DeepMind, nous nous concentrons beaucoup sur des modèles très efficaces et puissants, car nous avons nos propres cas d'utilisation internes où nous devons servir par exemple les aperçus IA à des milliards d'utilisateurs chaque jour, ce qui doit être extrêmement efficace, à faible latence et peu coûteux.
Nous avons été pionniers dans de nombreuses techniques pour y parvenir, comme la distillation, où un grand modèle en interne en entraîne un plus petit. Au cours des 2 dernières années, l'efficacité des modèles s'est améliorée d'un facteur 10, voire 100 pour des performances équivalentes. La raison pour laquelle cela ne réduit pas la demande globale, c'est que nous n'en sommes pas encore arrivés à l'AGI. Les modèles de pointe continuent donc de croître pour expérimenter de nouvelles idées à plus grande échelle, tandis que du côté du service, les choses deviennent de plus en plus efficaces. Au final, je pense que les systèmes d'IA apporteront bien plus de solutions aux problèmes d'énergie et de changement climatique qu'ils ne consomment. En termes d'optimisation des réseaux électriques, de conception de matériaux, de nouvelles sources d'énergie, je pense que l'IA contribuera à tout cela au cours des 10 prochaines années et que cela dépassera bien loin l'énergie qu'elle consomme aujourd'hui. Dernière question, décrivez le monde dans 10 ans. Waouh, 10 semaines, c'est déjà une éternité en IA. Mais je pense que nous aurons une AGI complète dans les 10 prochaines années et je crois que cela inaugurera un nouvel âge d'or de la science, une sorte de nouvelle renaissance. Et je pense que nous en verrons les bénéfices dans tous les domaines, de l'énergie à la santé humaine. Incroyable. Joignez-vous à moi pour remercier le lauréat du prix Nobel, Demis Hassabis. Merci beaucoup, c'est excellent.